À l'œuvre et à la manœuvre dans plusieurs projets et réalisations qui changent nos quotidiens, les experts sont de tous les domaines et de tous les âges. On peut en trouver également parmi les femmes et Dieu sait combien elles sont nombreuses. Celle que nous recevons aujourd'hui, l'experte que nous recevons aujourd'hui, Laurence Aïba, c'est son nom, elle est ingénieure en génie civil et puis bien sûr elle a fait ses armes dans les meilleures, on va dire, institutions qui puissent exister. Diplômée de l'INPHB, ensuite le BNET, Rasel BEC. Aujourd'hui, elle est à la Banque mondiale. Donc, vous comprenez, c'est une experte de haut gabarit qu'on reçoit aujourd'hui. Bonsoir Laurence, Bonsoir, comment tu vas? ça va très bien. Super, non? Super, Super, ça fait plaisir de te voir. j'avoue. Jeune, Ah, experte. c'est un bon détail, effectivement. Généralement, ce sont des choses qui ne collent pas. Quand on dit qu'on est expert, c'est qu'on a fait, on a fait des années Oui, et c'est tout ça. vrai. Bon, c'est un Je pense jeune que expert. ouais, les temps changent, je pense, hein, et de plus en plus, les jeunes commencent à laisser leur marque. Mhm. Donc, je pense qu'on va en avoir beaucoup de ce genre de profil. Ça surprend parfois Oui, avec les il y a gens. eu bien souvent où on m'a prise pour l'étudiante dans la salle. Une petite anecdote, il y avait une cérémonie où je devais faire une présentation à l'endroit des étudiants de l'Université de France. Mhm. Donc, quand je suis arrivée dans la salle, ben voilà, il y a l'un des encadreurs qui m'a prise pour l'une des étudiantes. Jusqu'à ce que je... Ah non, je suis plutôt Mhm. Laurence Aïba, donc celle qui doit faire la présentation pour le compte de la Banque mondiale. Donc, ça arrive, oui. Et c'est bien d'avoir donc ces experts et ces expertes et donc de porter leur voix. C'est l'objectif de Voix d'expert. Premier épisode de ce podcast. Vous avez entendu donc Laurence Aïba, épouse Yama, faut le préciser, hein, épouse Yama qui est avec nous. Alors Laurence, Mhm. je t'ai présenté tout à l'heure. Oui. Je l'ai dit, ingénieur en génie civil, Mhm. qui a fait ses armes à l'INPHB Mhm. et puis bien sûr à la Banque mondiale. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit pouvoir rajouter à cette présentation? Mhm. Oui, non, je pense qu'effectivement, sur le plan professionnel, il y a des choses claires qui ont déjà été citées, mais étant donné que j'ai préparé, donc je vais faire dans le fil de ce que j'avais préparé. D'accord. Donc, je suis ben voilà, Laurence Aïba, ingénieure municipale pour la Banque mondiale. Donc, je suis co-chargée de projets d'investissement. Donc, ajouté à cela, je suis mariée, donc d'où le épouse Yama qui est important. Mhm. Mère de 2 petites filles. Je suis aussi grande sœur d'une fratrie de 6 Ah, et également présidente de promotion d'ingénieurs de travaux publics. ça fait beaucoup. Je pense que là, j'aurais besoin d'une note pour noter tout ça. Ça fait beaucoup quand même, mais on s'assure que ça va aller en s'allongeant, on va dire, cette liste sur les CV. C'est Euh, bon. mais Laurence, comme tu l'as dit, est née d'une fratrie de 6, Mhm, une femme, mhm, et puis tu es dans le domaine de génie civil. C'est vrai, qui est ouvert à tout le monde, mais mhm, ça reste toujours un domaine exigeant. mhm, On se dit, mais à partir de quel moment Laurence se dit, bon, le génie civil, mhm, moi, femme, ça mhm, le fait. mhm. Ouais. Ça vient comment? Oui, non, je pense que c'est une très bonne question, mais je pense que depuis toujours, j'ai aimé les choses compliquées parce Mm. que pour tout te dire, ma première passion, c'était d'être pilote de ligne d'avion. D'accord. J'ai pas pu y arriver parce que j'ai pas les bons yeux, comme on peut le voir. Tu as tenté? Tu as J'ai tenté? tenté. Ça s'est passé comment? Bah, il y avait des tests préliminaires Mhm. avec des questions liées à la capacité de la vue. Mhm. Bah, je passais pas parce que j'ai juste mis que je porte des lunettes, j'ai mis Ah. les tendances de ma vue. Donc, bah, c'est un peu catastrophique, je dois avouer, donc c'est pas passé. D'accord. Mais je pense que je l'ai pas mal pris, hein, et Mhm. donc je suis passée par les classes préparatoires technologiques à l'INPHB et j'ai passé le concours pour les grandes écoles. Mhm. Et je suis rentrée à l'ESTP, donc l'École supérieure des travaux publics. Ma motivation pour le génie civil s'est vraiment fait ressentir lorsque j'ai commencé à faire mes premiers stages. Mhm. Donc mon stage d'immersion en entreprise, c'était au BNET. Mhm. Donc c'est là où j'ai vraiment compris l'importance de l'ingénieur génie civil pour la communauté et la société de façon générale. Donc j'ai vu là que les ingénieurs essaient de réfléchir à des choses concrètes pour changer le quotidien des gens, mais aussi améliorer notre environnement, qui je pense est l'élément le plus important pour la survie de l'homme. Donc c'est en ce moment que j'ai compris
que, je suis pas pilote de ligne, mais ingénieur génie civil, c'est vraiment pas mal. Mais c'est tout de même pareil, hein, on va dire. Dans ce que tu dis, c'est tout de même pareil, parce que dans les deux sens, on va dire, ça participe à également trouver des solutions pour tout le monde et tout. Alors, là, INPHB, on le sait, en Côte d'Ivoire, c'est une référence, même au-delà du pays, c'est une référence. Donc, vous arrivez dans l'école, classe préparatoire, cycle ingénieur, l'école, pour vous, on va dire cette école en particulier, pardon, l'INPHB, ça a représenté quoi? Je pense l'INPHB, c'était pour moi le signe d'un début de réussite. Parce que l'INP, Ah ouais. tout le monde veut rentrer à l'INP normalement. Avant de vouloir aller quelque part d'autre, c'est l'INPHB. Donc, quand je suis rentrée là, j'étais contente, j'étais satisfaite. Je me suis dit, l'excellence que j'ai voulu développer depuis très jeune, hein, parce que au secondaire, je veux dire depuis la maternelle jusqu'en terminale, j'étais jeune, mais j'avais un but, je voulais être excellente. Je voulais vraiment être première à chaque fois que je pouvais. Et donc, le fait d'avoir pu avoir le concours de l'INPHB, c'était pour moi une récompense de tout ce que j'ai pu faire. L'environnement là-bas, oui. comment c'était pendant tout ce temps de parcours? L'environnement, non, je pense à un bon point hein, pour l'INPHB. Parce qu'on a l'habitude, on va dire, pour ceux qui sont à l'extérieur, ils se disent, bon, les étudiants de l'INP, vraiment, on excuse l'expression, hein, ils se la racontent. Là, oui, mais c'est parce qu'on souffre beaucoup. On souffre beaucoup, donc du coup, quand on sort, voilà, on a envie de prouver aux gens qu'on sait des choses. Les gens ont pas l'impression que ces étudiants, ils souffrent. Hein, on a un logement, on a un restaurant, on a ça s'appelle comme une bibliothèque. Et oui, tout. non, Donc, exactement. À quel moment un étudiant de l'INP, il souffre? Il souffre, je pense, pour avoir les résultats pour lesquels on l'attend, hein, parce que c'est un regroupement des meilleurs du pays. Et donc, du coup, de ce que nous, on avait compris quand on est rentré à l'INPHB, cette école, c'était de former les cadres et les bâtisseurs de notre pays. Donc, du coup, quand tu rentres là-bas, tu as une pression énorme, parce que tes parents attendent beaucoup de toi, parce que tes professeurs attendent beaucoup de toi. Et donc, du coup, je pense pour les professeurs aussi, c'est une tâche assez importante. Donc, dans les cours et dans la façon dont c'est dispensé, il y a tout un art de pression. Je pense qu'ils essaient de faire en sorte que quand on sort, on puisse vraiment être dans les conditions pour travailler dans un monde versatile. Le monde, il est versatile. Il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et donc, ils essaient de nous donner ça pendant la formation. Et c'est ça qui rend toute la chose compliquée, mystérieuse. Et donc, quand on sort, on a envie de la valoriser. Et donc, on a un petit peu la grosse tête, mais on essaie de le maîtriser. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, derrière, on fait l'INPHB. Le jour que Laurence décroche son diplôme d'ingénieur, forcément, il y a des sentiments en ce moment. Il y a, on va dire, il y a une appréhension, il y a une image, on va dire, quelque chose qu'on visualise. Comment ça s'est passé pour toi ce jour-là? Alors, c'était très grand comme moment. Mais au fait, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler avant d'avoir mon diplôme. Parce que j'avais appliqué pendant que je faisais mon travail de fin d'études à Razelbeck en France. Et j'ai pu décrocher on va dire mon premier emploi à la banque de temporaire pendant que j'étais encore en train de terminer mon travail de fin d'études. Et pour pouvoir espérer aller plus loin dans l'institution. Donc, il me fallait mon diplôme que j'ai eu 2 mois après mon entrée à la banque. Voilà, donc quand je l'ai eu, j'étais satisfaite, j'étais soulagée, j'étais contente et libérée. Et c'était le plus gratifiant pour moi, vu tout ce qui s'est passé à l'INPHB, entre le stress, l'école, les notes, le fait de remettre en cause que tu n'es pas si bonne que ça, au fait, juste parce que le niveau est très, très élevé. Donc, il faut se remettre à niveau constamment pour meet, on va dire, les objectifs et les attentes de l'institution. Je vois. Alors, là, comme tu l'as dit, on travaillait déjà. Donc, on va entrer dans le monde professionnel. On travaillait déjà. Laurence était déjà, on va dire, active professionnellement avant d'obtenir son diplôme. Mais pour revenir un peu à ce que tu as dit beaucoup plus haut, c'est avec ton stage
au Bennett que mhm, tu t'es dit, waouh, mhm, que tu t'es dit, pardon, mhm, waouh, il faut que je sois mhm, ingénieur en génie civil. mhm, C'est qu'il y a forcément un mhm, fait, mhm, on va dire, pour parler de, en ivoirien, une anecdote, mhm, Béret, mhm, qui nous dit, mhm. qui dit à Laurence, là, il faut que je sois ingénieur en génie Oui, civil. oui. C'est quoi le fait? Alors, déjà, quand j'ai fait mon stage au Bennett, je travaillais sur un sujet, d'actualité, et très pertinent, pour le staff là-bas. Donc, je travaillais sur la mise en place, de la cité Bennett. Je ne sais pas si elle a été construite aujourd'hui, Mhm. mais, en discutant avec les professionnels, du Bennett, j'avais compris que c'était un projet qui leur tenait vraiment, vraiment à cœur. Mhm. Parce que, vous savez, hein, je travaille dans l'urbain et le logement, l'habitat, c'est quelque chose de très important pour Oh, non, non, tout humain, c'est hein. très peu que de le dire en Côte d'Ivoire surtout. Exactement. Donc, bah, j'ai vu donc ce projet de création, de promotion immobilière, comment il faut faire pour la viabiliser. Parce qu'au-delà de construire des maisons, il faut aussi que les gens puissent avoir un environnement, confortable, harmonieux, assaini. Et donc il y a toute une gamme de réflexions autour de ce projet. Mais il y a aussi une attente forte des personnes, des individus. Donc les gens venaient demander parce qu'il y avait un sujet important, je pense, sur lequel je travaillais. C'était sur les sujets, d'assainissement, de drainage de la cité, en plus, des aspects d'habitat. Et ça coinçait un peu parce que c'était dans la zone de Bassam. Bassam a des particularités avec C'est sa ça. planarité et tout ça. Donc, on cherchait quelqu'un pour trouver la solution et rendre le projet viable. C'est quoi la particularité? Le sol un peu sableux Ou ou le fait que ce l'altitude, soit un site historique? c'est plutôt l'altitude parce que Grand Bassam, c'est un peu une zone humide. Mhm. Donc la nappe phréatique est très, très proche de la surface du terrain Ah oui, il y naturel. a eu Donc plusieurs inondations exactement, on a des effectivement à remontées par Bassam. capillarité et aussi on n'a pas de pente à Grand Bassam. Donc c'est difficilement, possible de trouver un moyen d'évacuer gravitairement les eaux. Donc il faut être inventif sur comment on draine, Bon, tu dis des choses intéressantes hein, en fait. Là, première chose, tu parles du niveau ça, non? De l'altitude, De oui. l'altitude, voilà. Mmh. Donc, première chose, l'altitude, Mmh. évacuation Gravitaire. Mmh. gravitaire. Donc, Mmh. voilà, ce sont deux choses importantes. Oui. Donc, là, pour quelqu'un qui n'est pas technicien, hein, moi, Mmh. par exemple, j'essaie de trouver des trucs dans ma tête. Oui. Je me dis, Grand Bassam n'est pas si haut que Mmh. ça. On va dire Exactement. pratiquement le même niveau de la mer. Mmh. Donc, quand c'est comme ça, on ne peut pas placer de l'évacuation en hauteur Exactement. pour que l'eau coule Exactement. d'elle-même. Et donc, OK. il faut trouver des solutions. C'est ça. C'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Je ferais un bon, un bon Je ingénieur pense, hein, tu n'es pas loin. civil. Tu n'es pas D'accord. loin. Ok, donc sur le projet de la cité net, donc Mmh. il y a ce problème Mmh. sur lequel tu réfléchis. Exactement et donc du coup, je pousse, je réfléchis, j'essaie de trouver des solutions et voilà, je suis plongée dans le concret, et je vois que le fruit de ma réflexion, je vais le voir, en fait. Je Mhm. vais un jour me promener et voir que la cité est construite et voir que la solution qui a été apportée, c'est moi, qui y ai réfléchi ou j'ai contribué à la mettre sur place Mhm. et je me suis dit: «Ah intéressant, c'est un projet qui valorise, c'est Mhm. un projet qui te donne, de la place dans ta communauté. C'est un projet qui te permet de mettre en lumière ou de réaliser tes idées. Parce qu'on a des idées, hein, on C'est pense, on ça. réfléchit et tout ça. Mais il y en a qui sont utopiques, qu'on ne peut pas voir se matérialiser. Mais avec le BTP, j'ai vu que je peux toucher ce que je Je crée. vois. Et voilà, je me suis dit, ce Et métier, ce sentiment également d'apporter quelque chose de plus, ce sentiment exactement, de voir que ouais. c'est vraiment concret ce que j'apporte. Exactement, exactement et je pense que c'est de là que c'est parti. Ça m'a galvanisée à continuer à comprendre, à me former sur la question et voilà, œuvrer dans le secteur des travaux publics. D'accord. Donc ça fait, on va dire, Bennett, INPHB, donc Mmh mh. Razelbeck. Mmh. Ça englobe effectivement beaucoup de compétences, Mmh. beaucoup de savoir-faire. Euh, Quel est, on va dire, le savoir Mmh. ou on va dire, euh,
le bâton magique, Mhm. on va dire, hein, dans tous les outils que vous pouvez avoir, quelle est la compétence la plus clé, la plus essentielle dans toutes ces tâches? Alors, je suis en train de réfléchir. Je pense il y en a plusieurs hein, Mm. de compétences clés. Mais si je veux mentionner quelque chose de particulier, ça ne sera pas forcément lié à la science pure qu'est le génie civil. Mm. Mais je pense qu'une compétence qui est née avec ces différents parcours, c'est la capacité à trouver l'information. Je pense que c'est ça qui définit l'ingénieur. Une capacité humaine, on va dire. Oui, un peu plus au-delà de la capacité humaine. Au fait, je pense qu'on le disait beaucoup quand on était encore à l'école, Mm. c'est que l'ingénieur, c'est celui qui sait trouver l'information. Et au fil des années, je veux dire, en passant par la formation, en passant par le Bénet, Razel et consorts, j'ai compris il faut savoir trouver l'information pour arriver à atteindre son objectif. Donc ça demande oui, d'avoir une bonne base, ce que j'ai eu avec l'INPHB, de rencontrer beaucoup de cas de vie, beaucoup de cas, comment on dit, case studies, mélange D'études de cas, d'études de cas. Il faut avoir beaucoup des expériences de vie. Exactement, il faut Ouais. avoir beaucoup d'expérience, il faut lire énormément parce qu'en tant qu'humain, on n'est pas partout à la fois. Comme on dit, omnipotent, je pense. Ouais, c'est ça. C'est Dieu seul qui l'est. Donc, on ne peut pas être... On se sert des expériences des autres. Et on se sert des expériences des autres, mais comment? Via les livres, parce que les gens, ils mettent leur expérience soit dans les livres, soit dans des documentaires, soit dans des programmes télévisés. Donc, il faut avoir soif de cela en tant qu'ingénieur pour rajouter à sa base technique solide qu'on a eue à l'école, comme à l'INPHB dans mon cas. Voilà, donc je pense que c'est la compétence clé parce que ça me permet d'aller au-delà de mes limites. Parce qu'à l'école, je le disais dans la voiture tout à l'heure, on nous apprend à construire rapidement un bâtiment R+1, R+2, mais on ne nous apprend pas à construire le Burj Khalifa ou la tour... Le Burj Al Arab. Exactement, on ne nous apprend pas ça. On vous apprend les bases pour y arriver, mais pour compléter, il faut savoir où trouver l'information pour y arriver. Donc ça c'est vraiment une compétence de chaque ingénieur. Exactement. Et la raison pour laquelle on fait appel aux ingénieurs, parce qu'on le sait, nous, on va dire le quotidien, c'est monter les briques et tout, mais bon, l'ingénieur saura voir, ça va beaucoup. Ça va au-delà. Ça va au-delà, justement. Oui. Comment retrouver les personnes dans ce genre de situation qui se disent c'est juste, alors que ça va au-delà? Comment vous vous sentez ou qu'est-ce que vous leur dites ou comment... Alors, j'essaie de rattraper un peu le tir parce que l'ingénieur, c'est pas les briques. La preuve, c'est que la plupart des ingénieurs, même qui sont sur le terrain, donc des ingénieurs travaux, ils ne mettent pas la main à la pâte. Hein. L'ingénieur fait faire. L'ingénieur fait faire, il conduit les travaux. Donc, il pense, ou avec une équipe, il pense la structure et la stabilité de l'ouvrage, que ce soit un bâtiment, que ce soit un pont, voilà. Ensuite, il le retranscrit en format lisible par celui qui doit toucher la brique, donc le chef chantier et les ouvriers spécialisés, les maçons, les plombiers et consorts. Donc, oui, il faut savoir comment l'ouvrier spécialisé le fait pour perfectionner la théorie en tant qu'ingénieur. Nous avons, hein, via les formations, mais on ne le fait pas. Donc, ça va au-delà. Donc, l'ingénieur, il ne touche pas la brique, mais il sait dire au chef chantier que ta brique est mal posée, ton joint est trop large, il faut le reprendre, ta route n'a pas été bien posée en termes d'épaisseur et consorts. Ou que ce n'est pas cette brique-là qu'il fallait. Exactement, exactement. D'accord, pas de problème. Oui. D'accord. Alors, Laurence, ça c'est vraiment l'école, ce que l'ingénieur peut faire, peut pas faire et tout. Mais là, après le diplôme, arrive, tu l'as dit, 2 mois déjà avant, on était à la Banque mondiale, une institution, on va dire, j'ai oublié j'essaie de me rappeler comment on le dit là, les institutions du groupe.
C'est le Bretton groupe. Woods, Non, non, ça c'était avant. Je crois que uh-huh, maintenant on dit du groupe de la Banque mondiale, du de la groupe de la FMI. Banque FMI et Banque mondiale sont, on va dire, dans Uh-huh. un groupe maintenant que SFI, Société financière internationale. C'est Euh, ça ou je me trompe? oui, il y a une. Alors maintenant, en fait, on est le groupe de la Banque mondiale. Et le Mhm, groupe de la Banque mondiale est composé de 5 institutions, mhm, dont la Banque mondiale. mhm, Et au sein de la Banque mondiale, il y a 2 institutions. mhm, Il y a l'IDA mhm. et la BIRD. D'accord. Après, il y a la SFI, donc la Mhm, Société financière internationale. d'accord. Après, on a l'agence multilatérale de garantie, qui est la MIGA. Mhm. Après, on a aussi une agence pour traiter tout ce qui est dispute internationale. Donc, ces 3 Litige. litiges, etc. Mhm. Et donc, ces 3 entités forment ce qu'on appelle le groupe de la Banque mondiale. Ah, d'accord. Mais ce groupe travaille de façon très étroite avec le Fonds monétaire international, International. qui est la FMI, mais c'est deux bailleurs ou 2 entités, 2 institutions différentes, Ah, d'accord. mais qui se complètent, on va dire. C'est bien de faire, on va dire ça, parce que nous, généralement, on dit Banque mondiale, FMI, Banque C'est mondiale, ça, FMI, c'est Banque ça. mondiale. Généralement, on dit jamais l'un sans l'autre. Donc Ouais, c'est ça. là, on a bien compris. Mmh. Alors, la jeune Ivoirienne, Mmh. diplômée de l'INPHB, Mmh. et on va dire qui a fait ses classes en Côte d'Ivoire, qui arrive Mmh. à la Banque mondiale. Mmh. Déjà, on va dire, dans la perception commune hein, en Côte d'Ivoire, Mmh. c'est un secteur très inaccessible. Mmh. On se C'est dit qu'il faut vrai, faire les études à l'international c'est vrai. pour y entrer. INPHB, c'est vrai, c'est une référence, Mmh. mais on ne pense pas que ce soit au niveau de la Banque mondiale. Ouais, ouais. Donc là, Laurence, Mmh. à la Banque mondiale, Ouais. comment ça se fait et déjà Alors, ça s'est... non, c'est une bonne question. Je dois dire que j'ai eu quand même un parcours assez, atypique, comme tu l'as dit. L'INPHB à la portée de la Banque mondiale. D'accord. Pour bien prêcher, de parler de ma chapelle. Mais voilà, bon, je suis pas rentrée à la banque avec un titre super élevé, hein. J'ai vraiment fait le parcours du combattant. Je suis rentrée à la banque via un programme assez spécifique qu'on appelle, qui était piloté par le département transport, donc le Sub-Saharan African Transport Policy. Donc c'était vraiment un programme spécifique pour amorcer les politiques de transport en Afrique subsaharienne. Mhm. Et ils cherchaient des ingénieurs génie Ne cherche pas à civil. traduire, hein, d'accord? Oui, ok. Donc, mesdames et messieurs, elle ne va pas chercher à traduire, Ok. à vous donc d'apprendre un peu d'anglais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ok, ok. C'est la langue de travail, hein, je Oui, c'est la crois, langue de travail. à la Banque Ouais. mondiale, Par contre, l'anglais. si on parle pas anglais, on peut pas rentrer à la banque, Ah, clairement. Ça, d'accord. c'est un point de Of départ course, sure. Of course, important. sure. Yeah. So, you try. Donc, voilà, donc je suis rentrée par la porte correspondante au profil et au niveau d'expérience que j'avais, quand même, il faut le dire, parce que la banque prône l'excellence. La banque recrute les meilleurs talents. Et donc, en fait, les gens peuvent avoir le talent, hein, juste en restant, même pas en sortant, allant à l'extérieur, juste en restant en Côte d'Ivoire, parce que oui, il y a des choses à corriger en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire arrive quand même à former des gens compétents, extrêmement compétents. Tout est dans la manière dont on vend notre compétence. Donc, pour entrer quelque part, c'est ton CV. Et donc, soit ton CV rend bien tes compétences et donc tu es présélectionné. Et ensuite, maintenant, vient la place pour toi de showcase personnellement via l'interview et de montrer que tu peux faire le travail. La banque a un poste, la banque a un manque, la banque a un besoin, elle cherche quelqu'un qui peut matcher et résoudre son besoin. Donc, c'est juste ça. Donc, voilà. Donc, mais moi, je suis rentrée par la porte qui correspondait à mon profil via le programme. Donc, j'avais un contrat de temporaire. Et donc, je travaillais dans les équipes de projet. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentrée sous la coupole de 2 chargés de projet qui ont été pour moi de très grands mentors, que je mentionne, Maïn Diop et Anne-Cécile Soued, qui est aujourd'hui manager pour l'institution, qui m'ont formée. Donc, ils m'ont donné des tâches au-delà de ce qui normalement je pouvais faire avec mon profil. Donc, j'ai appris sur le tas tout en essayant
de fournir le niveau de qualité le plus satisfaisant possible. Comme je l'ai dit au début, l'excellence, c'est mon truc. Ce que tu dis est intéressant parce que là, on te donne des tâches au-delà de ce que tu es capable de faire. Oui. On va dire, d'aucuns diront, des plus jeunes diront, mais c'est de l'abus, c'est de l'exploitation. C'est ça, ouais. C'est pas mentionné, mais c'est pas écrit. Voici ça s'appelle comment, mon truc, ma fiche de poste. Oui. C'est pas noté dans ma fiche de poste. C'est ça. Pourquoi je la fais? Pourquoi je dois faire cette tâche? Alors, je veux leur dire d'arrêter de penser comme ça. Parce que, au fait, il faut voir ça dans l'autre sens. C'est une opportunité. C'est une opportunité pour nous d'atteindre des niveaux qui normalement prennent 10 ans à être atteints. Et donc, si dès le départ, parce que tes compétences de base, tu les as, tu sais faire. Ce que tu veux en travaillant, c'est obtenir une compétence additionnelle pour pouvoir grandir, avoir plus d'argent et te promouvoir, devenir directeur, manager. Donc, si on vous donne ça le plus tôt possible, quand c'est pas dans votre fiche de poste pendant que vous êtes jeune, c'est un cadeau. J'ai envie de dire c'est un cadeau parce que ça veut dire que ces personnes vous font confiance. Quelque part, ils se disent que, ok, bon, c'est vrai qu'elle est jeune et tout et que sur son CV, c'est marqué qu'elle vient juste de sortir. Mais quand je la vois et quand je regarde ses réactions, je pense qu'elle peut faire ça. Et donc, c'est une opportunité. Vous sautez là-dessus. Donc, ça vous fait bien paraître au devant de vos supérieurs quand vous réussissez la tâche. Et vous arrivez à avoir une expérience qui normalement prend 3 ans ou 4 ans à être acquise, où des gens vont aller faire des MBA, des masters spécialisés et tout, mais vous l'avez appris en 1 mois ou 2 parce que vous vous êtes forcé à faire le travail. C'est la meilleure façon d'apprendre et la façon la plus rapide d'apprendre. Donc, je leur dis de sauter là-dessus, de voir ça d'une autre façon. D'accord. Ouais. Alors, donc là, vous avez 2 mentors qui, on va dire, qui vous confient des tâches, au-delà de ce que vous, techniquement, on va dire, sur papier, vous êtes censé faire ou apte à faire. Vous les faites, et puis, comment ça suit son cours jusqu'à l'intégration à la Banque mondiale? C'est ça. Donc, ça a continué comme ça. Et donc, je veux dire, c'est vrai que j'avais un profil de temporaire à la banque, mais en étant intégrée aux équipes de ces mentors que je mentionne, je travaillais un peu comme shadow, chef de projet, donc chef de projet dans l'ombre. Donc, ils me faisaient faire peu une partie de ce qu'ils font tous les jours. C'est ça. Et donc, au début, c'était compliqué. Je ne comprenais pas toujours tout. Je me perdais. Et quand je me perdais, je posais des questions, beaucoup de questions, pour comprendre, mais pourquoi on fait ça comme ça? Pourquoi on fait ça comme ça? Il m'explique. Et quand il finit de m'expliquer, le soir, je rentre dans l'intranet de la banque. Parce que la banque est tellement organisée que toutes les informations que vous voulez trouver, vous allez les avoir si vous êtes curieux. Donc, je rentre dans l'intranet, je cherche des documents pour approfondir ce qu'ils m'ont dit et me perfectionner. Donc, il y a eu des moments où je leur ai donné des informations qu'ils avaient oubliées ou qui n'étaient même pas informés que ça existait parce que je fouillais beaucoup dans l'intranet. Et donc, c'est de là que c'est parti. Donc, j'ai piloté dans l'ombre beaucoup de projets de ma position. J'ai vu comment ça marche. Donc, ça m'a permis de marquer des choses sur mon CV interne que je ne publie pas. C'est mon CV personnel que je remplis au fur et à mesure de compétences. Et aussi, j'avais un but. Étant rentrée par la petite porte, j'avais un but. Je voulais devenir chargée de projet. Je voulais devenir chef de projet à la banque comme mes mentors. J'ai vu que sur papier ou théoriquement dans les fiches de poste, parce que je me suis promenée un peu sur les pages de la banque pour voir un peu les compétences, ce qu'on demandait, le nombre d'expériences et tout ça. Et donc, j'ai vu que théoriquement, c'est 5 ans d'expérience qui est demandé pour avoir le grade nécessaire et prétendre à l'accréditation pour être chef de projet. Parce que pour être chef de projet à la banque, il faut être accrédité. Donc, tu peux avoir le poste et juste être un professionnel membre d'équipe, mais pas chargé de projet parce qu'il y a un processus pour l'être. Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est rigoureux. C'est plusieurs barrières. Exactement. C'est comme le 100 mètres. Exactement. Et donc, du coup, j'ai dit, moi, je veux être chargée de projet, je veux être chef de projet. C'est 5 ans d'expérience minimum. Mais... Est-ce qu'il faut attendre 5 ans? Ouais, je pense que
pour la banque, si tu n'as pas les 5 ans minimum, le système ne va même pas te laisser passer. Ah, d'accord. Mais en fait, ce que j'avais constaté, c'est que la plupart des chefs de projet, ils n'avaient pas 5 ans d'expérience. Hein. Ils étaient très gradés. C'était des gens qui ont performé longtemps ailleurs Underground. avant de venir. Donc, ce sont des gens chargés, des gens qui ont de l'expérience considérable. Voilà, donc je voulais pas attendre 15 ans pour atteindre ce niveau. Donc, j'ai travaillé énormément pour essayer d'avoir, je peux pas avoir toute l'expérience de quelqu'un qui a 15 ans d'expérience, ça c'est sûr, mais avoir la majorité de ce qu'il faut dans ces 15 ans d'expérience pendant 5 ans. Donc, c'est pour ça que je prenais tout ce qu'on me donnait et je demandais des choses qu'on me donnait même pas. Pour faire mon CV personnel jusqu'à ce que j'atteigne les 5 ans et appliquer pour le poste, parce qu'on ne me l'a pas donné. Hein. J'ai appliqué avec des gens et j'ai suivi le processus pour avoir le poste. Wow, ça fait, ouais. ça fait vraiment chaud de l'entendre, parce que là, on se dit à la Banque mondiale, hein, c'est-à-dire d'aucuns se diraient qu'à la Banque mondiale, il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, il faut quelqu'un qui pistonne. Et là, même à la banque, pendant l'entretien, si vous dites que vous connaissez quelqu'un ou qu'on sait que vous connaissez quelqu'un, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas le poste. Hein. C'est le mérite. Eux, ils veulent juste le mérite. Ils veulent être sûrs que vous pouvez faire le travail. Parce que la banque est en constante discussion avec le gouvernement pour les aider. On veut des gens qui sont capables d'apporter quelque chose de nouveau au gouvernement, de comprendre le gouvernement. Et voilà, donc il n'y a pas quelqu'un pour te pistonner. Le système est tellement fait pour pistonner quelqu'un, c'est quasi impossible. D'accord. Alors, ça fait INPHB, BEC, Rasel BEC, Banque mondiale en tant que, on va dire, intérimaire, ou du moins au début, donc temporaire. Ensuite, beaucoup de boulot dans l'ombre, beaucoup de compétences dans l'ombre. Ensuite, les tests, vous postulez. Ensuite, les tests. Après les tests, essai encore. Bon, il y a tout un mélange dans le texte de l'accréditation. Il y a beaucoup de formations, il y a des tests, il y a des questionnaires, mais il y a aussi ce qu'on appelle la preuve, on appelle ça le on-the-job learning. Donc, après avoir fini toute cette série d'évaluations théoriques, la banque veut confirmer que le travail de chef de projet, vous l'avez déjà fait. Donc, il y a des cases à cocher par vous et par des personnes désignées dans le groupe qui sont déjà chefs de projet. C'est-à-dire, pour être chef de projet, il va falloir que vous préparez des projets avec le gouvernement, que vous implémentez des projets de développement avec le gouvernement et tout un tas de choses. Et donc, il y a toute une liste comme ça que votre manager établit et il dit que, voilà, avant d'avoir l'accréditation, il faut que vous ayez fait ça et il faut que quelqu'un qui a déjà été chef de projet confirme que vous avez fait ça. Et c'est là où vient le travail que j'ai fait dans l'ombre. Donc, étant donné que j'avais déjà tout fait dans l'ombre avec mes mentors, mais aussi d'autres chefs de projet. Tout fait, mais qui n'étaient pas, normalement, on va dire, des choses pour lesquelles vous n'étiez pas censé faire. Alors... Je veux dire, des tâches que vous avez prises sur vous-même. Oui, censé faire. Je pense qu'il y a une nuance. Quand on reste dans le cadre de la formalité, on peut dire ça. Pas censé faire exactement. Formellement, exactement. que tu as pris sur toi de faire, et qui au finish se retrouvent être les choses qui te sont demandées pour être donc à cette place-là. Oui, effectivement. Et je pense qu'aussi, c'était aussi à dessein de la part de mes mentors, parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu mon potentiel et ils ont voulu m'accompagner. Donc, c'est là où ils ont continué à me donner des choses, des bonnes choses, même si c'était au-delà, mais des choses qui rentraient en ligne de compte pour être chef de projet. Et donc, comme je disais, il faut que quelqu'un confirme que vous avez fait ça. Moi, quand je suis arrivée, que que le manager a fait la liste, tout de suite, tous les chargés de projet avec qui j'ai travaillé ont couché et j'ai eu l'accréditation très, très vite également.
Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, mon cheminement ou mon parcours en tant que chargée de projet. D'accord. Voilà. Donc, chers jeunes, chers étudiants, ou du moins les jeunes pros, hein, qui nous suivent, c'est le moment d'en prendre de la graine, hein. C'est le moment d'en prendre de la graine. C'est aussi ça l'objectif de Voix d'expert. Donc, le moment pour vous d'en prendre de la graine, prenez-en de la graine. Ce qu'on vous demande de faire n'est pas forcément ou Ouais. nécessairement quelque chose pour vous punir ou voilà. Mhm. Parce qu'on se retrouve vraiment. Est-ce que vous êtes retrouvé dans ces genres de circonstances avec de jeunes professionnels Mhm. qui commencent et qui peut-être refusent des tâches ou... Oui, j'en ai vu, effectivement, des jeunes qui ne voulaient pas forcément faire, certaines choses qu'on leur donnait Mm. ou voilà, qui voulaient pas faire, 30 minutes de plus, au bureau après 17 heures. C'est arrivé, hein, et donc oui, j'ai envie de dire, d'avoir une autre perspective ou un autre, angle de vision par rapport à ces éléments dans la vie professionnelle parce que ça nous forge. On a beaucoup de choses à rattraper, donc il faut essayer d'anticiper le plus possible, en termes de maturité et de Mhm. compétences. Donc il faut sauter là-dessus, tant que effectivement, parce qu'il y a des gens qui peuvent abuser. Oui, Il y effectivement. a des gens, ça existe, Mm. il y a des gens qui peuvent abuser, mais tant que vous voyez que vous allez apprendre quelque chose, qu'elle soit minime, ça peut être même juste une compétence administrative, hein, mais ça va vous servir, forcément. Vous pouvez avoir l'impression que c'est le travail de l'assistante, mais ça va vous servir parce que si demain vous êtes le directeur de l'assistante et que vous ne savez rien de De ce que son travail. l'assistante fait, je veux dire, vous n'allez même pas pouvoir porter un bon jugement sur les éléments qu'elle va vous produire. Mm. Donc, c'est hyper important pour avoir des postes stratégiques. D'accord. Alors, Florence, là, tu es à la Banque mondiale. Après, Mhm. donc, on va dire, ce parcours Mhm. du combattant digne, on dirait comme ça, on va dire, d'un parcours des US Navy SEALs Ah. en formation, en formation militaire. Mhm. Alors, là, tu es à la Banque mondiale Mhm. et en tant que chef de projet, donc, au quotidien, Mhm. je pense le terme exact hein, de ton poste, c'est ingénieur municipal. Oui, c'est ingénieur municipal engineer. D'accord, oui, Mhm. municipal engineer. Mhm. D'accord. En anglais, on inverse, d'accord. D'accord. Donc, municipal engineer, Mhm. ça consiste à quoi? Oui. Alors, oui, donc, ingénieur municipal, je dois avouer que c'est un peu un terme que j'ai découvert à la banque. Mhm. Mais en gros, ingénieur municipal, c'est l'ingénieur génie civil pour la ville. Mhm. Voilà, donc c'est D'accord. l'ingénieur qui s'attaque vraiment aux problématiques qui se passent dans la ville. Donc moi, c'est le titre de mon poste Mhm. et par-dessus, j'ai l'accréditation chef de projet. Mhm. Et donc, j'ai, on va dire, deux types d'interventions. Donc, en tant qu'ingénieur municipal simple, donc j'apporte des appuis, l'expertise technique de mon domaine Mhm. dans les projets de développement, parce que, comme j'ai dit, je travaille dans le département urbain, foncier et résilience. Donc, on a beaucoup de projets où il y a de l'infrastructure, il y a des routes à construire, des complexes, Mhm. Mhm. etc. Donc, j'apporte cette expertise-là en tant que membre d'équipe dans certaines équipes, comme au Bénin, par exemple, où j'appuie un projet d'assainissement pluvial. Mhm. Mais en tant que chef de projet, je co-gère le portefeuille urbain en Côte d'Ivoire avec l'un de mes collègues. Et on a deux projets phares. Le projet d'assainissement et de résilience urbaine, le projet de développement durable et inclusif des villes secondaires. Et donc, dans ces projets, en gros, hein, on appuie ou on aide le gouvernement à atteindre les objectifs de développement qui ont été définis pour ces projets dans la plus grande efficacité et efficience possible, Mhm. tout en veillant au respect de la conformité aux normes fiduciaires, environnementales et sociales de la banque. D'accord. Voilà. Ça fait... ça fait beaucoup, hein. J'avoue, j'avoue, À j'avoue. chaque fois ça fait beaucoup. Alors là, chef de projet, hein, en même temps que vous assistez le gouvernement, en même temps que vous gérez le projet de la Banque Mhm, mondiale, c'est vrai, en partenariat avec le gouvernement, ça fait mhm. beaucoup de charges de travail, hein. Oui, Ça c'est sûr. oui. Mais sur le terrain, on va dire,
comment ça se manifeste? Oui. Alors sur le terrain, déjà il y a beaucoup de travail de coordination au bureau, hein, Mhm. et là, les projets, en fait, la banque a une structure, donc les projets sont, exécutés par le gouvernement. Il y a une équipe, dédiée du gouvernement, donc c'est le Mhm. gouvernement qui passe les marchés, c'est le gouvernement qui recrute les entreprises et tout ça. C'est le gouvernement qui doit penser le projet parce que c'est son projet. Et nous, ce D'accord. qu'on apporte, étant donné que nous avons cette, expertise internationale, Mhm. donc le gouvernement, je veux dire, de façon concrète, veut faire, un projet, de construction d'un canal des eaux Non, pluviales. on prend pas un exemple, on prend un exemple sur lequel tu as travaillé. C'est justement un exemple sur lequel j'ai travaillé. D'accord. Donc, le gouvernement de Le la... gouvernement de la Côte d'Ivoire, veut D'accord. travailler sur un canal, de drainage, Mhm. des eaux pluviales. Mhm. Donc moi, Bon, avec j'imagine que c'est à Abidjan. à Abidjan. Bien sûr. À Abidjan. Et donc moi, ce qui va se passer donc, pendant la phase de planification et d'étude de cette infrastructure, le gouvernement va faire par des consultants et moi, je vais apporter une expertise de supervision de la qualité de l'étude par rapport aux normes internationales et par rapport à l'expérience qu'on a pu avoir dans d'autres pays. Mhm. Donc, il y a des actions qu'il ne faut pas prendre et il y a des actions qu'il faut apporter. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a l'habitude de faire que des canaux en béton. Mhm. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Mhm. Donc, on essaie vraiment, tant qu'on peut, de laisser la nature assurer ses fonctions de base. Donc, pour ce canal-là, au lieu de faire un canal de 5 mètres, là, au beau milieu d'Abidjan, Mhm. on essaie de réduire comme on peut la largeur de cet ouvrage et dans les emprises qui restent de part et d'autre, favoriser le verdissement, le planting et tout ça, tout en créant des zones tampons. Mhm. Donc, on a le canal en bas qui va prendre une partie de l'eau de pluie qui va arriver. Et si jamais c'est rempli, ça va dans les zones tampons et ça s'infiltre tout doucement. Donc, ça permet au fait, tout en essayant de régler la question du drainage, Mhm. essayer aussi de penser à des co-bénéfices comme l'aménagement urbain de façon générale. Il faut avoir du verre. Apparemment, D'accord. j'ai vu une étude même qui dit que le verre agit sur notre mental. J'ai plus les Mhm. chiffres, mais plus un humain voit les arbres Du et le verre, verre. plus il se porte mieux psychologiquement. D'accord. Euh, Donc, voilà. là, c'est très intéressant. Alors, est-ce qu'il est arrivé, on Mhm. va dire, dans ce rôle de supervision de ces projets-là, Mhm. que vous ayez émis, ou du moins que tu aies émis, Mhm. on va dire, on alterne, hein, entre Oui. vouvoiement, Non, il n'y a pas de tutoiement, mais problème. bon. Tu peux me tutoyer comme tu Et veux. oui, Oui. il y a la fibre journalistique qui Ah, qui ok, reste, ok. donc Non, après, je c'est comprends. du tutoiement, du vouvoiement. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé, Mhm. on va dire, dans ce travail de supervision-là, que tu aies émis des avis contraires Mhm. à ce que les techniciens ou ceux qui avaient été cooptés par les gouvernements Mhm. ont proposé? Oui. Enfin, je dirais pas contraire. Des réserves, Drastiquement, voilà. Oui, ça arrive très très souvent, des réserves ou des choses auxquelles des correctifs. ouais, ils avaient pas pensé. D'accord. Ça arrive assez souvent, hein, parce que ça, ce qui est bien avec la position qu'on a, c'est qu'on a un peu la position du philosophe. Mm. Vous savez, quand vous êtes plongé dans une activité, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous échapper tout de Mm. suite. Mm. Donc moi, quand je suis derrière, là, que je regarde du haut, je vois de façon holistique et je peux vous rappeler, ah, parce que j'étais pas là pendant que vous étiez en train de faire le dimensionnement, donc C'est je ça. vois rapidement ce que vous avez oublié pour vous dire, ah non, mais ça, vous avez minimisé le coefficient de ruissellement, il faut revoir parce qu'il y a telle chose. Et surtout, ce qui est bien avec moi, ma position, c'est que je suis ivoirienne, je vis en Côte d'Ivoire, donc je connais le contexte, Mhm. je suis dans un quartier, et donc souvent, j'apporte vraiment des éléments concrets, spécifiques du terrain, qui font la différence et qui permettent d'avoir des solutions qui sont vraiment adaptées à notre contexte. Mais tu n'as pas que la Côte d'Ivoire, hein. Il y a le Bénin, il Oui, y a le oui, Togo oui, aussi. Donc, oui, dans ce genre de région, quand tu arrives, oui, on se retrouve aussi dans dans ce même registre où il y a parfois des travaux, ou du moins des études oui. qui ne sont pas nécessairement, on va dire, ajustées. Oui, alors en fait, les études, c'est de la réflexion. C'est vrai qu'il y a des principes
pure en tant qu'ingénieur, Mhm. mais ça part d'une conception. Et donc, la conception, c'est l'imagination, la limite, on va dire. Et donc, ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que les gens sont souvent trop dans un canevas préétabli. Ils essaient pas de proposer des choses qui vont au-delà de ce qu'on voit tous les jours. C'est comme ça qu'on a toujours fait depuis qu'on est ici. C'est ça. C'est ça. C'est ce que vous entendez? Et donc, exactement, c'est comme ça qu'on a toujours fait, on peut pas changer, non, 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 ça, on sait pas faire et tout. Donc, il y a toujours cette petite réticence de temps en temps, Mhm. mais les gens sont la plupart du temps ouverts Mhm. quand vous avez de bons arguments Mhm. pour défendre ce que vous avancez. Mhm. Voilà, donc je pense que c'est la technique en tant que chargé de projet. Il ne faut pas imposer des choses aux gens, Mhm. il faut les emmener à comprendre que c'est dans leur intérêt de le faire. Ça passe pas toujours la première fois, hein. Mhm. Vous allez placer un argument, ça ne va pas marcher, les gens vont Surtout pour une jeune. Exactement. D'avoir Exactement. une. Le truc, c'est une. Vous avez dit une âme. Une âme jeune. Oui. Non, j'avoue. Mais en fait, souvent, j'ai l'impression que c'est une force aussi. D'accord. C'est bizarre, hein, effectivement. Je me suis attendue à avoir des réticences parce que je suis jeune et parce que je suis une femme. Mais en vrai, franchement, si je dois faire des statistiques, Mhm. je pense que les gens ont toujours été très réceptifs à mes commentaires. C'est vraiment bizarre. Et la plupart du temps, c'est des hommes expérimentés, des papas, hein, comme on dit, qui sont devant moi. Mais ils sont toujours là. Franchement, à 99%, les gens ont toujours été réceptifs à ce que je dis. Parce que, comme je le dis, il faut pas, en tout cas, quand j'évalue mon profil, il faut pas juste dire pour s'arrêter. Mhm. Il faut dire et montrer que ce que tu dis, c'est pertinent, ça a été prouvé et que ça va marcher dans le contexte actuel. Il faut faire la méthode PrEP. Il faut donner ton point. Mhm. Il faut donner la raison de ton point. Il faut donner l'exemple qui sous-entend ou qui supporte ton point et revenir à ton point pour que ça soit clair dans leur tête et indiscutable. Donc, la D'accord. plupart du temps, ça, c'était... Je viens d'apprendre quelque chose, la méthode PrEP. Oui. D'accord. Le point, la raison de ton point, l'exemple de ton point. Et le puis point encore. Le point encore. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Je crois que on va prendre ça quelque part, même si on n'est pas ingénieur en génie civil. Oui. Alors, est-ce que c'est le seul défi, on va dire, les habitudes que les gens avaient, leur manière de fonctionner habituellement? Est-ce que c'est le seul défi qu'on rencontre dans ton travail ou du moins de façon générale dans le domaine du transport où tu travailles? Non, c'est pas le seul défi. Effectivement, c'est un défi important, c'est un côté important du travail, parce qu'on travaille avec les hommes. Les hommes ont des habitudes, les hommes ont des cultures, les hommes ont des expériences passées, et donc ça reste un problème. Et je pense aussi c'est les différentes, il y a aussi les différentes écoles, hein. Je veux dire, la science est tellement pluridimensionnel maintenant, même dans le génie civil, il y a beaucoup de façons de faire les choses. Et donc, moi, à l'INPHB, on peut m'apprendre à dimensionner les bâtiments ou bien à concevoir les bâtiments avec AutoCAD, qui est un logiciel. De l'autre côté, ils vont plutôt apprendre avec Revit. Et donc, du coup, quand vous discutez, vous venez à la croisée de deux écoles différentes. Il va dire, non, c'est mieux de faire avec pour Comme moi. ça. Moi, je dis, non, c'est mieux de faire... C'est comme le 6 et le 9. Exactement. Selon la manche. Exactement, exactement. Donc, il faut savoir trouver un bon compromis parce qu'en tant que technicien, souvent aussi, on veut faire promouvoir ce qu'on sait au détriment de ce que les autres savent. Mais souvent, c'est pas mauvais, hein. Donc, il faut avoir assez de recul pour se dire que, OK, bon, ils ne veulent pas, mais de l'autre façon, ça marche tout autant bien. Donc, allons avec ça. Donc, il faut savoir trouver le bon compromis. Et oui, l'autre défi, c'est que il y a beaucoup de choses à faire dans nos pays en même temps. En même temps. Il y a Donc, trop de choses. Il y a trop de choses à régler. En même temps. D'accord. Je pense que la priorité, vous qui êtes ingénieur, vous le voyez au quotidien, il y a des priorités qu'il faut établir. Bon, on va laisser cela à ceux qui battront campagne de nous dire quelles seront les priorités qui seront les bonnes et celles qu'ils vont adopter. Alors, tu l'as dit d'entrée, ce qui t'a poussé
à vouloir être ingénieur en génie civil, c'est Mhm. l'impact Mhm. qu'on laisse de ce qu'on fait ou de Mhm. notre travail. Donc, depuis, c'est Mhm. vrai, on va dire, ça a un laps de temps un peu Mhm. court quand même. On est sûr que dans 20 ans, Mhm. là, on pourra vraiment pas... Je me dis, dans 20 ans ou dans 10 ans, je croise Laurence, Mhm. on sera en train de parler des choses super géniales, Ouais. mais déjà pour le si peu, pour le temps, le Mhm. peu de temps. Mhm. Laurence, quel a été, on va dire, l'ouvrage, le Mhm. travail ou vraiment le boulot Mhm. qui, toi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, suscite beaucoup de fierté, Mhm. vraiment te dit, ah, j'ai fait le bon choix d'être ingénieur en génie Oui. civil. Non, c'est une très bonne question. Effectivement, bon, maintenant, je me rapproche des 8 années d'expérience quand même à la banque. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, j'ai eu un parcours, comme je l'ai dit, assez rempli. Je crois que je suis l'une des mémoires institutionnelles du département urbain et transport. J'ai été dans presque tous les projets qui ont été faits depuis 2010, parce que les projets de la banque ont une durée de 5-6 ans. Quand c'est des projets, les Ça programmes fait sont plus beaucoup. longs. Ça fait Donc, beaucoup. je suis tombée dans des projets qui étaient en train de finir. J'ai commencé des projets et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont nourri ma fierté et ma motivation pour le travail. Mhm. On a dans le secteur du drainage, le projet est encore en cours, mais on a fait un ouvrage considérable à Bobo Mhm. pour drainer les eaux pluviales. Donc c'était une zone qui était inondée à chaque période de pluie en juin, avec des pertes en vie humaine des enfants, des gens qui ne dormaient pas la nuit parce qu'ils attendaient la pluie. Si tu dors, bah, la pluie va venir parce que ça rentre chez Ça peut toi. t'emporter. Exactement. Tu peux ne pas te réveiller. Exactement. Et aujourd'hui, on a fini l'ouvrage principal, on doit faire encore les aménagements le long, Mhm. mais on a eu des témoignages de la population riveraine, mais ça, c'est chaud, c'est tellement gratifiant de voir ça, Mhm. de voir les gens en train de dire merci, de se promener, de voir que la trace, parce que dans des zones inondées, à chaque fois quand tu regardes le mur, tu Mhm. vois la trace de la Du niveau moisissure, d'eau. du niveau de l'eau. Et maintenant, quand tu te promènes, moi j'ai des yeux assez fins, Mhm. tu vois maintenant que la trace, elle s'est vraiment effacée, quoi. Et tu sens qu'il y a longtemps que cette maison n'a pas Ça n'a été pas été inondée. inondé. Et voilà, donc il y a ça, j'ai été dans le Précis où il y a eu beaucoup de routes qui ont été réalisées. Tu te rends compte, au Togo, on a fait des interventions à Kara, à Dapaon, dans des zones très très reculées, où voilà, tu as des dames qui, quand elles partaient accoucher, étant donné que la route était accidentée avec des pierres et tout, il arrivait que le travail se déclenchait en route. En route, alors que Les c'était pas voitures ne vraiment le pouvaient pas moment. passer, exactement. Mais Ouais. aujourd'hui, avec la route, elles atteignent le centre en 10 minutes. Il y a des motos, il y a des voitures. Voilà, donc franchement, c'est des impacts qui me font me réveiller le matin avec beaucoup de motivation de Mhm. continuer à faire ce que je fais actuellement. Mhm. D'accord. Ah, ça pose également, on va dire, la question du rôle Oui. de l'ingénieur. Ce Mhm. doit être simplement un technicien, un Mhm. praticien. Mhm. Le rôle de l'ingénieur pour toi dans Euh, tout l'ensemble social et communautaire. je pense que oui, en tant qu'ingénieur, il faut pas perdre sa technicité, parce que Mhm. c'est ça qui, enfin, c'est l'essence même de l'ingénieur, hein, de réfléchir, de savoir interpréter les mesures de résistance de matériaux et consorts. Je pense que tout ingénieur doit tout mettre en œuvre pour ne pas perdre cette particularité. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là. Une fois que parce que c'est des sciences pures, hein. C'est ça. Si tu sais C'est faire, fait, tu tu sais sais faire. faire. Donc, une fois que tu as consolidé ça, il faut mettre autre chose parce que l'ingénieur sait réfléchir, Mhm. l'ingénieur sait trouver l'information cachée et Mhm. ça, c'est bien au service du niveau décisionnaire également ou de l'aide à la décision. Et pour ça, il faut d'autres compétences Mhm. douces à rajouter au fait à la compétence pure de l'ingénieur, comme savoir planifier, savoir interpréter
les données de l'économie, parce que ça influe même sur les décisions que tu peux prendre également. L'environnement économique. L'environnement économique. C'est arrivé que ça influe sur Oui, un travail, un projet? oui, parce que en fait, il faut pas. Nous, on réfléchit à des structures. Il y a des structures qui sont simples, donc qui coûtent pas de l'argent, qui sont adaptées à un certain niveau économique d'une région. Il y en a qui vont Qui sont beaucoup demander plus complexes. exactement. Et donc, si tu sais pas ça ou tu sais pas analyser ou trouver ce genre d'informations, tu vas te cantonner devant ton ordinateur et structurer des choses qui pourront pas être Rien à voir avec la réalité. exactement. Donc, c'est important de savoir ces petites subtilités-là dans le travail qu'on fait tous les jours pour, une fois que tu as fini ton travail brut, comment je le remodèle pour que ça convienne effectivement au contexte et aux décideurs qui doivent au final débloquer l'argent pour que ça soit réalisé. Le nerf. Les nerfs de la guerre. Les nerfs de la guerre. D'accord. Alors, là, Laurence, tu es entrée Mhm, dans l'ingénierie. mhm. À l'origine, tu voulais être pilote, Mhm. donc dans l'aéronautique ou dans la mécanique. Là, tu es dans l'ingénierie civile, un domaine qui te passionne certainement. Mhm. J'ai apprécié quand tu dis qu'à la Banque mondiale, tu as été fouillé dans Mhm. l'intranet et Mhm. tout ça pour ressortir encore de la connexion. Mhm. Et là, tu as dit quelque chose d'intéressant. Mhm. Tu es une mémoire, on va dire, du Mhm. service, d'une mémoire institutionnelle du service Transport et urbain. transport et urbain Mhm. à la Banque mondiale. Mhm. Ce qui te donne une position, Mhm. pouvoir, pour Mhm. comprendre d'où on vient Mhm. et là où on peut Ouais. aller. Mhm. Donc, pour toi, l'ingénierie, Mhm. dans 5 ans, dans 10 ans, l'ingénierie pour nos pays, tu dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais certainement, tu as une vision propre à toi de ce que ça doit être, l'ingénierie, dans 5, dans 10 ans. Oui, alors l'ingénierie, je veux plutôt parler plutôt dans le contexte de l'urbain, Mhm. de façon générale. Mm. Et je pense que les ingénieurs doivent avoir beaucoup plus de place dans le processus d'urbanisation en cours dans notre pays. Oui, je pense, aujourd'hui, on a le niveau qu'on a. On a l'INPHB qui essaie de se mettre à niveau enfin, de suivre les tendances des besoins au niveau international pour renforcer la compétence de ceux qui y sortent. Mhm. Mais je pense qu'il est important maintenant, en fait, pour les écoles d'ingénieurs et les ingénieurs de se rapprocher de ceux qui planifient, Mhm. de ceux qui planifient la ville de demain et d'apporter leur opinion, au fait, au processus de façon générale. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a l'ordre des urbanistes, on a l'ordre des géomètres, on a l'ordre des architectes, mais on n'a pas encore l'ordre des ingénieurs. Je pense qu'il y a des mouvements qui sont en place pour essayer de mettre en place cet ordre avec les membres de notre alumni et tout ça. Mhm. Je pense que ça, c'est un pas extrêmement important à franchir pour le lendemain de l'ingénierie en Côte d'Ivoire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, c'est ça, Ouais. un groupement, Ouais. on va dire, on se retrouve, on Mhm. réfléchit ensemble, Mhm. on n'est pas de manière dispersée. Et Mhm. peut-être Laurence à la Banque mondiale qui, au FMI ou ailleurs, Mhm. ou voilà, de façon dispersée à revenir se trouver, mais Ouais. avec un autre, ce Ouais. serait vraiment quelque chose où Exactement, où on est tout est centralisé, on maîtrise les entrées et les sorties qui sont apportées aux différentes problématiques Mhm. de la communauté, ce qui est extrêmement important, parce qu'on a vu aujourd'hui, en 2020, je sais plus, il y avait peut-être 6 bâtiments qui se sont écroulés. Ah oui, c'est pratiquement tout le temps, mais je pense que on a Exactement. beaucoup. Voilà, maintenant il y en a beaucoup moins. C'est ça. Et donc je pense que c'est dans ce sens qu'il est important que cet ordre puisse être mis en place, parce que l'ordre de quelque chose, c'est pour instituer l'ordre et Effectivement. s'assurer que C'est ça. ce sont les bonnes informations qui sont mises à la disposition de la population, Mhm. parce que il y a beaucoup d'erreurs techniques qui se sont déroulées pour qu'on soit face à ce genre de Ah, c'est ça. catastrophe. Après aussi, quand on se retrouve dans ce genre de situation, l'architecte dit, c'est pas moi. Ouais, L'ingénieur, on peut pas trop le blâmer. Bon, même si on doit le blâmer, après, ouais, quand on a un ordre, on sait ouais, au moins que s'il est exactement. inscrit à l'ordre Mhm. et tout ça. Ouais, Ah, ouais, d'accord, donc je pense ouais. que le message sera entendu, Mhm. certainement. Alors, Laurence,
tu viens d'une école, Mhm. INPHB, qui a un modèle qui est très intéressant, Mhm. le modèle de parrainage, donc Mhm. des plus jeunes, Mhm. des anciens qui, donc, Mhm. voilà, cooptent les plus jeunes, Mhm. leur donnent la voix et tout. Mhm. Tu es encore en contact avec des étudiants de cette année ou de l'année dernière? Oui, je suis en contact avec toutes les promotions qui étaient, enfin qui sont sorties même après Parce que tu étais nous, président de parce promotion que j'étais aussi. présidente de promotion et nous on a un événement, bon je fais une petite Oui, publicité. oui, oui. Allez, vas-y, vas-y, On vas-y, a un vas-y. événement qu'on organise chaque année qu'on appelle Challenge NC, Hmm. donc qui est organisé par la promotion sortante, donc qui essaie de promouvoir, enfin juste un événement d'abord pour montrer que on est la promotion qui sort, chère aînée, chère entreprise, voilà, il y a des gens sur le marché que vous pouvez recruter, mais également je pense que c'est aussi un canal pour regrouper Pour créer la tout le fraternité, monde fraterniser exactement à autour. nouveau, tout ça. Et donc, au fait, étant donné que c'est organisé en chef par les présidents de promotion, chaque promotion essaie de contacter les anciens présidents, donc pour avoir des conseils et tout ça, pour les aider à l'organisation. Donc, ça fait que, je veux dire, de facto, je suis toujours en contact avec les étudiants, mais surtout, au fait, le programme qui m'a permis de rentrer à la Banque mondiale continue. Maintenant, c'est devenu un programme de stage, mais un stage assez professionnel parce que maintenant, on recrute des jeunes, enfin des jeunes avec moi qui ont déjà leur diplôme. Mhm. Donc, mais c'est juste un stage de 1 an et le stage est fait en partenariat avec des grandes écoles de France et l'INPHB en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai D'accord. toujours 2-3 Donc, on peut dire que c'est Laurence qui a ouvert la voie. un peu à l'INPHB. Effectivement, j'étais la première élève de l'INPHB. On était 2 pendant mon année. Donc, on était 2 à rentrer, venir de l'INPHB et rentrer de la banque. C'est intéressant de le savoir, hein. Donc, voilà, tu as brisé un plafond de verre, on va dire. Tu as brisé un plafond de verre qui a Oui, permis aux autres de s'envoler encore oui. plus haut. Et déjà, c'est une bonne opportunité. Alors, ça sont les jeunes à l'école, les jeunes également au travail, comme tu as dit. Il y a ceux Mhm, qui sont en stage et mhm, sur les projets sur lesquels tu travailles dans les mhm, différents pays. mhm, Tu rencontres ces jeunes-là. Qu'est-ce que mhm. tu vois en eux? Euh, je vois de l'innovation. Mm. euh, Parce que les jeunes, en fait, souvent, les gens, quand ils écoutent les idées des jeunes, ils ont l'impression que c'est trop exagéré. C'est trivial, C'est genre, oh, mais ceux-là, ils sont dans quel monde? c'est Enfin, c'est extravagant. extravagant. Mais moi, j'adore ça. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit réfléchir pour atteindre le niveau de la France, Mhm. des États-Unis, ou même peut-être les dépasser. Parce Ça. que moi, c'est de ça que je rêve pour la Côte De d'Ivoire. faire de grands De ouvrages faire de grands d'art qui ouvrages ont d'art, vraiment... d'avoir une ville qui respire, qui est propre, qui plaît. Quand tu marches dedans, tout est harmonieux. Tu as des trottoirs, tu as des arbres, tu as des petits parcs par-ci, par-là. Les enfants se promènent. On peut se promener sans se faire attaquer, sans... je dis pas, l'insécurité est très minime, hein, mais vraiment... Sans surtout qu'on mette un magasin et qu'on te dit, il y a de l'eau glacée. En fait, c'est des choses qui font partie de notre Culture. culture, de notre vie. C'est juste de savoir comment les penser pour que ça s'intègre bien en fait dans le tissu urbain. Parce que D'accord. ça fait partie de nous. On ne pourra Les pas avoir commerçants vont le les voir. commerçants. Oui, ça fait partie. C'est l'Afrique. Hein, on a l'habitude de le voir principalement en Afrique. Mais effectivement, peut-être qu'il ne faut pas les laisser au bord des voies parce qu'il y a des problèmes de sécurité routière. Mhm. On voit, voilà, il faut faire attention. Mais comment on fait? Parce que ces gens-là, ils gagnent leur vie aussi comme ça. Hein, donc, une fois que tu les repousses, oui, peut-être qu'ils vont trouver quelque chose d'autre à faire, mais vous savez, avant de trouver un autre emploi ou avant de retrouver la clientèle que tu avais sur cette route, ça va prendre un peu de temps. Donc, ça crée un gaps dans son ménage. Nous, on ne voit pas, hein, C'est mais elle ça. est subie. Donc, il faut vraiment essayer de voir comment on les intègre pour qu'eux aussi ils profitent au fait de tout ce qu'on est en train de faire pour le pays et que tout le monde y gagne son compte, quoi. Et tu penses que les idées des plus jeunes vont beaucoup plus dans ce sens? Oui, je trouve que les jeunes ont des idées novatrices. Maintenant, ils ont l'IA, je dis ils ont, on a, on a D'accord. l'IA. Je dirais que tu es en train de te vieillir. Franchement, c'est pour ça que je me suis ravisée rapidement. D'accord. On a l'IA, on a, en fait, les jeunes, on a les technologies de la cartographie, les sites, les Mhm. consorts, et ça, c'est plus maîtrisé par les jeunes. Mhm. Et c'est un moyen
qui nous permet en fait de faciliter notre travail. Parce que maintenant on dit work smarter, not harder. Non, ça- Et les jeunes, ils arrivent avec ça en fait. Et il faut vraiment les écouter pour tirer parti. Il faut les utiliser, il faut les impliquer le plus possible pour fermer le gaps qu'on a. Parce qu'on a beaucoup de choses à rattraper. Oui. Maintenant, tout dépend de comment on utilise nos ressources dans les jeunes pour y arriver. On peut le résoudre en 2 ans, mais aussi on peut le résoudre en 5 ans, mais on peut le résoudre aussi dans 100 ans. Tout dépend de comment on le fait. On le fait. D'accord. Alors, ces jeunes-là, avec qui tu es en contact au quotidien, étudiants ou jeunes pros, quels sont, là tu viens de donner une de la qualité, ils sont très innovateurs, ils sont vraiment, on va dire, qui réfléchissent, on va dire, dans des schémas qui sont différents de ce que tu as l'habitude de connaître. Mais quels sont, on va dire, le plus gros défaut, si on devrait le dire, mais on va dire, ce qui représente quelque chose de difficile pour qu'on n'arrive pas au niveau où tu penses qu'on puisse arriver avec eux? Je pense que, peut-être je vais dire ça de façon générale, parce que, ouais, je pense que de façon générale, je pense que l'une des choses qu'il faut aux jeunes, c'est trouver des moyens d'acquérir, comme je l'ai dit, de l'expérience rapide. Donc, soit avec de l'implication factuelle directe dans des projets, soit en lisant. D'accord. Il faut que les jeunes lisent il faut qu'ils lisent sans cesse, pour répéter le verset de la Bible. D'accord. Il faut qu'ils lisent sans Sans cesse. cesse. Et Je ça, il y a, avec, je crache pas sur les réseaux sociaux, hein, mais avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, on perd beaucoup de temps à scroller Beaucoup de qu'à temps de- lire. C'est du temps de concentration, du temps de Exactement, travail. exactement. Et nous sommes la plus grande ressource de ce pays. On doit en prendre conscience et s'armer pour arriver à résoudre nos défis. Je vois. Donc c'est... Bon, Laurence, elle peut pas le dire, moi je dois le dire. Beaucoup moins de téléphones, beaucoup plus de livres. Oui. Bon, je vais résumer ce que tu as dit comme ça. Tu n'as pas besoin de le dire, hein, c'est moi qui l'ai dit. Hein. Beaucoup moins de téléphones, beaucoup plus de livres. Donc, c'est un peu ça. Alors, s'il y a une expérience qui t'a marqué, qui t'a vraiment servi de leçon, tu dis, cette leçon, je l'ai apprise dans mon parcours, il faut que les jeunes l'apprennent. Il faut que les jeunes apprennent à travers cette expérience, que ce soit en bien ou en mal, mais bon, vraiment, c'est quelque chose qui a transformé Laurence en une autre personne parce que la leçon a été apprise. Quelle a été cette expérience et quelle a été la leçon? Alors, la leçon, je pense que l'expérience, je dirais les expériences, c'est donc l'expérience à la banque, donc mes 7 années à la banque, presque 8 années à la banque, dans les projets. Et la leçon que je tire, que je veux partager avec les jeunes, même les vieux, parce que j'ai constaté que même il y a certains expérimentés qui n'ont pas encore cultivé cette compétence totalement, c'est la planification. Je pense que les gens qui arrivent à un certain niveau dans leur vie et qu'on prend un exemple sont des gens extrêmement bien organisés. Tout est planifié dans leur vie. C'est-à-dire le matin, quand ils se réveillent, c'est clair, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire dans leur projet pour atteindre l'objectif qui est fixé et ils savent ce qu'ils doivent faire par eux-mêmes, ce qu'ils doivent déléguer, ce qu'ils doivent supprimer tout simplement. Parce qu'il y a des choses, on a l'impression qu'il faut le faire, mais en vrai, ça ne t'avance pas du tout comparativement aux objectifs que tu as et que ta société a. Et donc, je veux leur dire... utilisez votre téléphone, le Note, là, l'application Note de iPhone qu'on n'utilise jamais. Là. L'agenda, le programme, tout ça. Il faut l'utiliser. Et ça, en fait, c'est une habitude. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut commencer à faire tout de suite juste en prenant la décision. Il faut cultiver ça. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas juste planifier son travail. Il faut planifier ses journées, à la maison, ses sorties avec il faut tout planifier. En tout cas, si vous voulez faire partie des gens qui changent les choses de demain, il faut planifier. Je pense que faut donnez-vous, bon, je leur parle directement maintenant, donnez-vous l'exercice de le faire sur une semaine de façon rigoureuse.
ça va devenir une habitude Tu- parce que l'habitude, c'est ce qui nous définit. C'est ça. Et une Et seconde ça va nature, partir, ça va aller exactement. Et ça tranquillement. va aller tranquillement. Et tout ça. Et s'il y a une erreur que tu ne voudrais pas, que tu ne voudrais pas que les jeunes commettent, Mhm, peut-être que tu as commis mhm. et que tu ne veux pas que Oui. cette erreur soit répétée, ce serait laquelle? L'erreur que j'ai pu commettre, c'est une bonne question. Alors, je dirais, oui, je dirais ne pas avoir commencé à lire vite, à lire beaucoup vite. Ah, ça revient toujours à la lecture. Oui, oui, Donc, c'est crucial. Laurence n'a pas lu tôt. Oui, Et quand elle s'est mise à À lire, lire. elle a découvert que lire, Exactement. c'était super. Et exactement. donc, elle vous dit depuis toujours, les Exactement. gardes, les déposer, Commencez les maintenant. Faut commencer tout de suite. Je comprends parfaitement. D'accord. Donc, la lecture, Oui, donc forcément la recherche du savoir, la Exactement. recherche des compétences Exactement. qu'il faut mettre Oui. et tout ça. D'accord. Donc, là, on vient de faire le tour Mhm. de parcours professionnel et tout. Mhm. Ça, c'est le conseil. oui, Mais Laurence, tu es épouse Yama. oui, Ça aussi, ça aussi, c'est un autre Oui. pan de ta vie. oui. Alors, jeune, Oui. épouse, mère de 2 enfants, Mhm, et puis chef de projet à la Mhm. Banque mondiale mhm, sur 3 pays, Côte Mhm. d'Ivoire, Benin, Togo. mhm, Ça fait vie familiale, vie professionnelle, mhm. vie de maman, vie Mhm. d'épouse, vie de Mhm. travailleuse. Ça fait un gros mélange. J'avoue, maintenant que tu le cites. Est-ce que le secret, c'est la planification dont tu parles à l'instant ou voilà? Ah oui, effectivement, c'est beaucoup de Le secret pour choses. gérer ça. Mais j'adore les défis, hein. J'aime bien être occupée comme ça, à faire un peu pour la banque, à faire pour la maison et tout ça. À chaque fois, mon mari, quand je rentre à la maison et que par abus et par envie, par habitude, je prends le balai, je vais essayer de balayer comme il dit, Laurence, repose-toi. Repose-toi, quelqu'un d'autre peut le faire. Mais voilà, juste dire que j'adore ça, mais c'est pas facile. Il faut que je l'admette. Mhm. De concilier tout ça en même temps parce que mes enfants, elles sont jeunes. Je voyage quand même assez souvent et ça m'emmène à culpabiliser, hein. Je culpabilise souvent de partir, de laisser mes bébés là et tout ça. Ça, c'est l'instinct maternel. Et oui, mais je pense déjà, la première chose, c'est que mon mari, il m'aide énormément. Mm. C'est important, hein, parce que je veux dire, on n'est pas des machines, les femmes. Donc, il va arriver un moment où il te faut de l'aide, quoi. C'est vrai qu'il y a des mères célibataires qui arrivent toutes seules. Je les salue de là où elles sont. Mais voilà, quand tu as de l'aide, ça change beaucoup la donne. Mm. Et la deuxième chose, c'est la planification. Je Mhm. reviens là-dessus, c'est la planification de tout, parce que sinon, je rate des choses, j'oublie des choses, parce qu'il faut que je gère mes projets, mais il faut que je gère mes enfants, hein. Mes enfants, c'est les jeunes à qui je parle là, de demain. C'est ça. Donc, il faut que je commence tout de suite à savoir comment leur inculquer ce que j'ai appris là maintenant. Il faut que je les aide à s'amuser. Elles doivent s'amuser, elles doivent profiter, elles doivent bien manger et tout ça. Donc, une chose que j'essaie de faire dans ma planification à cet égard, c'est que j'essaie d'automatiser, j'aime l'IA, j'essaie d'automatiser tout ce que je peux automatiser. Mhm. Donc, par exemple, pour la nourriture, l'une de mes passions, c'est cuisiner. J'adore cuisiner. Et tu en as beaucoup moins de temps. J'ai beaucoup moins de temps. Mais par contre, je veux faire attention à ce que je mange. Je veux manger ce que j'aime. Mhm. Et donc, j'ai créé un e-book de 365 plats. Donc, tous les plats. E-book de Oui. 365 plats, Ouais. donc un plat par jour. Un plat par jour, parce que D'accord. bon, comme on part au travail et tout, on ne mange que les soirs. Bon, j'ai fait pour les enfants 2 plats, mais pour on va dire l'e-book que j'ai créé aujourd'hui, il y a 365 plats repartis en 52 fiches hebdomadaires qui Mhm. me donnent le menu de la semaine. Et donc ça, j'ai fait pour 1 an, c'est fini. Chaque matin, je regarde juste et je dis à mon aide à la maison, ma nounou, ah, aujourd'hui, c'est ça qu'on doit manger. Et elle cuisine. Et elle sait lire, donc maintenant, ça me facilite la tâche, hein. Je fais la capture de screenshot et je lui envoie et elle gère. Donc, tout ce que je peux automatiser comme ça, j'automatise le plus rapidement possible. J'anticipe tout. On automatise les câlins aussi avec M. Yama. Non,
Non, pas du tout. Ça, je peux pas l'automatiser. J'ai besoin de sentir la chaleur. D'accord. J'ai besoin de sentir la chaleur. D'accord. Mais voilà, donc tout ce qui peut être automatisé, c'est ça. Et là même, on est en train de réfléchir à quelque chose de beaucoup plus important. On est en train de faire, sur la base de ce e-book, une application mobile qui va aider d'autres familles à faire ça. Ça, c'est l'ingénieur. J'avoue. Ça, c'est l'ingénieur, ça. On a une expérience qui marche bien. Donc, l'ingénieur dit, il faut qu'on puisse l'appliquer ailleurs. Exactement. Et puis ça marche. Mais votre époux, Monsieur Yama, dans tout ça, comment est-ce qu'il le prend? Comment est-ce qu'il le vit? Je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Peut-être que Dieu a vu mon parcours. Donc, mon époux, il est très calme, généreux, compréhensif. Donc, du coup, tout marche bien sur les roulettes. Hein. Je veux dire, j'avais peur de quand j'allais commencer à voyager et tout ça. Mais non, j'ai beaucoup d'appui. On sait trouver les moyens de vivre, au fait, ces petites séparations de notre vie de tous les jours. Donc, je voyage, il m'accompagne toujours à l'aéroport, il me récupère toujours à l'aéroport. Quand j'arrive, je l'appelle. Quand je suis en train de travailler dans mon hôtel, je l'appelle. Quand le matin, avant de partir, il va me dire qu'il est parti, je lui dis que je suis partie. Le soir, il va lui dire que je suis rentrée. Donc, souvent, en fait, j'ai l'impression que j'ai voyagé, mais que je n'ai pas vraiment voyagé. Et que, voilà, il est vraiment là et tout. C'est bien. Et voilà, je pense que c'est la grâce de Dieu. J'ai de la chance. Et je remercie Dieu pour ça. Et voilà, j'essaie de faire en sorte que ça continue comme ça dans le futur. Et je prends aussi en compte ses aspirations, ses considérations, ses craintes. Si un jour il me dit « Ah non, mais il ne faut pas voyager pour telle raison », je pense que ça aura beaucoup de poids et je risque de ne pas voyager. D'accord, on verra. Bon, ce jour-là, espérons que ce ne sera pas une demande contradictoire à celle de monsieur votre responsable. C'est vrai, j'espère aussi. Ça va poser un gros dilemme. J'espère aussi. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Laurence, on est pratiquement à la fin. Experte, on l'a dit, dans voie d'expert, tu l'as dit tantôt. On souhaiterait que les jeunes soient beaucoup plus en quête d'informations, que tout le monde soit concentré. La ville de demain doit être pensée de concert, les architectes, les ingénieurs et tout le monde ensemble. Tu l'as dit, il faut saisir, on va dire, toutes les tâches qu'on donne aux jeunes. Les jeunes doivent les saisir pour apprendre beaucoup plus, beaucoup d'abnégation. La formation également a été au cœur de nos échanges. Laurence, pardon. Ça m'arrive, t'inquiète. Ça arrive généralement. Alors Laurence, si tu avais un mot pour la fin, déjà à l'endroit des ingénieurs civils, à l'endroit aussi, on va dire, de la population de façon générale, et surtout à l'endroit des jeunes professionnels et des étudiants. Quel serait ce mot en regardant la caméra que tu as devant toi, la caméra grise? Ok, placez bien mes lunettes. Alors, ce que je veux dire, je vais essayer de paraphraser une citation que j'ai lue récemment dans le bouquin que je viens de dévorer, le Personal MBA. Nous sommes nos habitudes et de ce fait, l'excellence n'est pas une action, c'est une habitude. Ça vient de Will Durant, un historien américain. Donc, juste pour dire, de là où vous êtes, quand vous me regardez, cultivez l'excellence dans tout ce que vous faites. Que vous soyez au travail, que vous soyez à l'école, que vous soyez en famille, que vous soyez en train de prévoir un voyage entre amis, que vous soyez en train d'essayer la recette de mamie, quels que soient les domaines dans le domaine dans lequel vous êtes, cultivez l'excellence. Cherchez toujours à faire à donner la performance la plus parfaite qui existe. C'est en ce sens, je pense, qu'en Côte d'Ivoire, nous allons avoir pas un Einstein, mais 30 millions d'Einstein. J'espère que j'ai le bon chiffre pour la population ivoirienne. Mais voilà, c'est un peu ce que je veux leur dire. 30 millions d'Einstein, on l'espère également l'avoir pour vous, chers on va dire auditeurs de ce podcast. Voix d'expert, notre premier épisode recevait Laurence Aïba, ingénieure en génie civil,
municipal engineer municipal. Municipal engineer. Voilà, municipal engineer à la Banque mondiale. Et puis, bien sûr, on a fait le tour sur son parcours. Voix d'expert, le podcast de ceux qui construisent le présent et inspirent l'avenir. Restez en contact avec nous sur YouTube Podcast, également sur toutes les autres plateformes que vous connaissez pour avoir toujours plus d'inspiration. À la prochaine.